Si Omar, avant de commencer, vous avez dit, enfin vous nous avez demandé de vous supporter. Eh bien, je vais vous dire que ne vous supporte pas. On vous écoute avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intérêt. On a été gratifié aujourd'hui d'un exposé que je dirais complet, parce que depuis le lancement de l'initiative royale, on a assisté à plusieurs conférences qui traitent de la thématique sur plusieurs plans. Mais là, je pourrais dire que vous avez été vraiment... ça a été une analyse dimensionnelle, multidimensionnelle plutôt. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette présentation édifiante et magistrale. D'habitude, je demande à ces Aziz de veiller au respect de temps. Mais là, je vais essayer de ne pas le regarder. Même si vous avez répondu à toutes les questions qu'on se pose, toutes et tous, à commencer par exemple par le coût et les financements colossaux que cette initiative nécessite, parce que oui, on parle de corridors commerciaux que ça va ouvrir, mais on sait très bien que ça nécessite quand même des investissements colossaux et on se pose la question, comment sera la réalisation de ce projet de rêve. Si Omar, en 1972, feu Sa Majesté le roi Hassan II avait proposé un projet à l'Algérie pour ouvrir Tindouf sur l'Atlantique. Mais bien entendu, on ne peut pas s'étonner, l'Algérie n'a pas accepté. Et c'était en 1972. Alors là, je vous demande, est-ce qu'on peut un tout petit peu dire que ce refus, ou bien ce rejet a été, dans le temps, déjà motivé par la création du Polisario? Parce qu'on ne peut pas avoir ces Omar Hilal et ne pas lui poser une question sur le Sahara marocain ou bien le Polisario. Merci. Tout d'abord, merci pour vos aimables mots. Je considère ma présentation comme étant une modeste présentation, une contribution. Mais je suis sûr que dans la salle et ailleurs également, les illustres académiciens, les think tanks vont approfondir encore plus, ils vont voir d'autres perspectives de cette initiative. Votre question est pertinente et nous ramène pratiquement 50 ans en arrière. C'était une occasion ratée pour le Grand Maghreb. Je crois que Sa Majesté Feu Hassan II, Allah yarhamou, il avait vu juste, il avait vu loin, et il avait senti le besoin de l'Algérie d'avoir l'accès à l'Atlantique. C'était un de leurs objectifs inavoués. C'est l'accès à l'Atlantique, tout d'abord pour couper le Maroc de ses racines africaines, mais également pour des raisons économiques, pour l'exploitation du Garage Billet, le gisement de fer du Garage Billet. Et Sa Majesté le Roi, je crois, il s'est inspiré des Européens. L'Union européenne a commencé par l'exploitation du minerai du charbon. C'est ce qui a fait, après des guerres en Europe, le charbon a réussi à les unir. Et bien, Sa Majesté le Roi a pensé que peut-être l'exploitation commune de l'immense gisement de Garage Billat permettra à l'Algérie et le Maroc d'ouvrir des perspectives d'union, de consolidation des relations et surtout de profiter ensemble. Et moi, je considère cette offre comme ayant été le premier jalon, qui aurait pu être le premier jalon de l'union du Maghreb arabe, parce que toutes les unions, normalement, si elles ne sont pas fondées sur le concret, sur le bénéfice et les dividendes pour les citoyens, ben, ils auront beaucoup de temps à s'accrocher. Malheureusement, l'Algérie n'a pas tenu ses promesses, parce que ce qui a été convenu en 1972, suite à l'accord sur les frontières en 1969, c'est de créer une société mixte maroco-algérienne pour l'exploitation en commun des gisements de fer et bien sûr la construction d'un chemin de fer vers le port de Tfaya et d'autres ports également.
Mais l'Algérie, je pensais, moi personnellement, c'est mon analyse, voyait déjà que il y aura le problème du Sahara. Il préparait pour le problème du Sahara parce que 72 et 73, 60, un an après, le Polisario a été créé à Alger. Il n'était pas intéressé par ce corridor vers l'Atlantique, mais c'était une manière, je pense, d'obtenir l'accord du Maroc sur les frontières, la confirmation de l'accord de 69 et la consécration, en quelque sorte, du tracé des frontières et l'offre ou l'accord pour l'exploitation du gisement était juste un appât et la discussion sur l'acceptation de la discussion sur la voie ferroviaire était faussée parce qu'immédiatement ils ont refusé que la société soit créée. Secondo, ils ont refusé que le fer soit exploité communément. Ils ont pratiquement tout refusé parce qu'ils avaient déjà le plan B. Et le plan B, c'était le Polisario et République chimérique. Et pensant que grâce à sa République de Tindouf, il pouvait avoir largement accès à l'Atlantique, mais c'était un faux calcul. Mais pour moi, c'était une occasion. Si les Algériens étaient sincères, ça aurait pu être le premier jalon du grand Maghreb arabe. Mais en tant que diplomate, moi je pense que le diplomate doit toujours être optimiste, jamais désespéré. Il faut toujours penser plus loin. Cette perspective demeure, la perspective d'ouvrir à l'Algérie l'Atlantique pour l'exploitation non seulement du gaz Jubilat, mais également l'exploitation de son gaz, de son pétrole, ça coûterait moins cher. Demain, lorsque le problème sera réglé, la main de Sa Majesté le Roi est toujours tendue pour toutes les questions et inconditionnellement pour discuter des questions politiques, mais également pour discuter de coopération économique. Le Maghreb ne peut être construit vraiment solidement qu'à travers des projets économiques qui bénéficient aux populations. Un jour, nous l'espérons, rêvons, cette possibilité sera également sur la table lorsque nous aurons à discuter avec nos frères algériens de la reconstruction, la relance du Maghreb arabe sur le plan structurel et politique, mais également la relance des projets structurants. Parce que je pense personnellement qu'ouvrir à l'Algérie la porte de l'Atlantique serait un avantage considérable pour exploiter. C'est le plus grand gisement du monde, avec 5 milliards de tonnes de fer. Malheureusement, il faut toujours la coopération internationale parce qu'il est phosphaté. Et il faut le purifier. Ce n'est pas un fer qu'on peut exporter directement, d'où l'importance d'avoir l'association du Maroc, les financements étrangers et la technologie étrangère. Et pour cela, l'Algérie ne pourra jamais le faire. Elle aura toujours besoin du voisin. Heureusement, le voisin ne change pas, mais le voisin ne change pas surtout dans sa mentalité de fraternité, de main tendue, de vouloir vivre ensemble dans la paix, dans le respect, mais surtout dans le respect du bon voisinage et de l'intégrité territoriale du royaume. Oui, effectivement, vous avez parlé de rêve. Et l'un des points forts du Maroc, guidé par la vision royale, bien évidemment, c'est rêver pour le continent africain. D'où d'ailleurs l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Sa Majesté, en étendant justement cette vision, il y a une sorte de continuum, au fait, entre la vision de Feu Hassan II et la vision atlantique. Et dans quelle mesure le rejet de l'Algérie à l'offre initiale a coûté, si vous voulez, ou bien a influencé les efforts actuels pour construire une coopération régionale solide et forte? Soyons francs. L'Algérie n'a jamais voulu d'un voisin égal à égal. L'Algérie avait dans le passé, et ça continue toujours, un problème politique
un problème institutionnel, un problème de régime. Il avait un problème avec la monarchie. La monarchie qui est pratiquement l'antinomie de République populaire socialiste. Heureusement, la monarchie, comme vous avez dit, il y a un continuum, 5 siècles. C'est ça, notre force est dans notre passé. C'est dans cette institution, c'est cette monarchie. Et c'est grâce à cette monarchie qu'il y a le continuum de vision entre Hassan II et son successeur, Sidna Allah yansuru. L'Algérie, malheureusement, est sombre dans sa haine, son obsession et son refus de vouloir coopérer, parce qu'il voit dans le Maroc toujours un danger. Or, le Maroc n'est un danger pour personne. Le Maroc veut vivre en paix, veut vivre en bonne intelligence avec tous ses voisins. Le Maroc pense à la prospérité de ses populations, à la stabilité. Il veut être un acteur respecté et positif et sollicité de la communauté internationale. Nous le sommes, c'est heureusement. Et nous sommes 50 ans après la création de ce problème. Le Maroc est plus fort que l'Algérie politiquement, plus fort que l'Algérie diplomatiquement. Le Maroc est respecté sur la scène internationale. Notre économie, également les indicateurs économiques du Maroc sont vraiment, ils excitent l'esprit. Nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas le gaz, mais nous avons les ressources humaines, nous avons l'intelligence, nous avons la soft diplomatie, mais nous avons également un roi courageux, téméraire, visionnaire, et qui booste toutes les énergies et qui booste toutes les opportunités du pays, indépendamment de l'agressivité algérienne, de toutes les façons. Elle est ce qu'elle est, nous sommes habitués à ça, c'est comme une maladie. Parfois, on a des chroniques, on doit vivre avec elle. Un jour, nous serons guéris, je l'espère, mais de toute façon, il n'y a pas entre les nations, il y aura un jour, il y aura la paix, il y aura la concorde, il y aura la réconciliation, et on reconstruira le Grand Maghreb sur des bases saines, dans le respect des institutions des uns et des autres. Il n'y a pas d'alternative à ça. Ils sont en train de perdre leur temps. Ils ont échoué avec le projet polisario, ils sont échoués avec maintenant éduquer le peuple à haïr le Maroc. Ça, c'est pas une politique, c'est même pas responsable. Mais le Maroc, toujours, comme je dis, la main de Sa Majesté le Roi est toujours tendue. Une dernière question pour ne pas avoir à me faire taper sur les doigts pour Si Aziz. Ouais. Avec la vision de Sa Majesté, il y a des médias africains qui ont vu dans cette initiative une sorte de concurrence directe, la vision, si vous voulez, de faire de Dakhla un hub continental. Et ils ont vu dans cette initiative, ou bien dans cette vision, une sorte de concurrence directe au port sénégalais et ivoirien. Comment voyez-vous l'équilibre, si vous voulez, dans cette compétition régionale pour essayer et pouvoir faire de l'Afrique une Afrique forte et surtout avoir un commerce à la hauteur des ressources et des ambitions de l'Afrique? C'est un faux problème. Et je pourrais même dire que c'est fake news qui a été colporté par une certaine presse qui est alimentée par nos voisins. C'est pour faire la pollution à l'égard de cette initiative. Mais il n'y aura pas de concurrence entre le port de Dakhla et le port sénégalais, le port mauritanien, Nouadhibou, ou bien le Gabon, ou bien l'Afrique du Sud. Nous avons la chance d'être parmi maintenant le port de Tangemed est le 4e en Afrique. Le premier en Afrique et le 4e dans le monde. Et ça, qu'est-ce qui est fait que nous avons pu atteindre ce niveau? C'est la performance, c'est les nouvelles technologies qui sont utilisées, c'est le coût, c'est la proximité, c'est la profondeur du port. C'est les paramètres qui font qu'un port est compétitif ou ne l'est pas. Prenons la Chine. Sur les 10 premiers ports du monde, 4 sont, sur les 20 premiers ports du monde, 8 sont chinois. Est-ce qu'il y a une concurrence avec la Chine? Rien contre les Chinois. Le deuxième port du monde, c'est Singapour.
est-ce qu'il est asphyxié par les autres ports chinois? Dans les pays du Golfe, il y a une vingtaine de ports entre les Iraniens et les pays du CCG. Il n'y a pas de concurrence. Chaque port a sa spécificité. Chaque port a ses avantages. Chaque port peut faire mieux que l'autre, mais normalement, les opérateurs, ben, c'est eux qui choisissent. Ce n'est pas le propriétaire du port qui décide qui va venir chez lui. Et les opérateurs, qu'est-ce qu'ils choisissent? C'est ne pas trop attendre, c'est éviter la congestion, c'est avoir c'est-à-dire le passage rapide, c'est-à-dire les formalités qui soient digitalisées, c'est également l'accès, la connectivité, voie ferrée d'autres ports ou bien aux aéroports. Nous avons la chance d'avoir tous ces avantages et nous ne nous positionnons pas pour prendre les parts des autres ports, bien au contraire. Le continent est immense. Mais les autres ports, par exemple, nous prenons les ports de l'Afrique de l'Est, ils sont immenses, mais ils sont vieillots. Il faut qu'ils soient de nouveau restructurés, il faut du nouveau matériel, il y a beaucoup de longues périodes d'attente, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, Tangimed, et c'est rapide, et c'est ce qui va se passer également avec Dakhla, avec eau profonde, nouvelles technologies, rapidité. Le coût également, ça compte, mais également les voies pour pratiquement les marchandises vers l'Afrique, le Sahel, l'Afrique centrale, ou bien vers l'Afrique de l'Ouest. Moi, je pense que c'est des complotistes en quelque sorte, qui n'aiment pas le Maroc, ça c'est tout cela, mais on va vivre avec, c'est ce que certains pays européens avaient dit pour le port de Tanger, mais le port de Tanger a survécu et maintenant il est courtisé, il est apprécié par tout le monde. Et le Maroc doit poursuivre son bon chemin indépendamment des critiques ou bien des pollutions que les uns ou les autres essayent de faire. Dakhla va être un hub gigantesque, mais sans gêner ni le Sénégal, ni la Mauritanie, ni la Côte d'Ivoire. Il aura sa spécificité et vous allez voir, même nos frères mauritaniens, sénégalais, ivoiriens viendront parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a le transport pour tout le monde. Mais les gens cherchent la qualité, la rapidité et cherchent l'efficacité. Et je crois, le Maroc, un des leitmotivs marocains, c'est l'efficacité, la rapidité d'exécution, le transport et l'ouverture. C'est ce que nous avons. Nous avons une administration qui s'est modernisée également et ça compte énormément dans le transport maritime. Et nous avons la sécurité. Voilà, parce que certains ports, aussi bien en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest, les côtes sont polluées de terroristes et de piraterie, ce que nous n'avons pas, alhamdoulilah, chez nous. Voilà, madame, merci beaucoup.